Bonsoir à toutes et à tous. Merci en tout cas pour cette invitation et pour avoir le plaisir de parler d'un sujet qui m'est cher. Alors, donc on m'a demandé, en fait, la demande explicite était de comprendre pourquoi, comment on s'insère en tant que sociologue pour étudier ce milieu des marins. Donc c'est ce que je vais essayer de vous décrire finalement au fur et à mesure de cette présentation, hein, l'idée étant de revenir sur cette entrée sur le terrain, comment j'en ai fait mon sujet de thèse, mais aussi par quelles rencontres un peu structurantes m'ont fait me poser des questions, m'ont interrogé en fait sur ce qu'était ce métier et sur les inégalités qu'il traverse. Alors, donc juste pour vous signaler, ça va durer une petite trentaine de minutes, voilà, pour vous préparer psychologiquement à m'écouter pendant 30 minutes. Voilà. Alors, juste en préambule, ce que j'ai envie de vous dire souvent, parce que moi-même, je me suis souvent interrogée sur les motivations qui m'avaient poussée à étudier le secteur maritime, et puis aussi même d'étudier une frange de la stratification sociale qui est assez élevée, hein, c'est-à-dire que ce sont quand même des femmes ingénieures, alors que tout cela m'est absolument pas familier. Donc je le dis souvent, en fait, moi, socialement, je me distingue totalement de ce milieu d'officier de marine marchande. Donc aussi bien d'un point de vue culturel, aussi bien d'un point de vue géographique, ou même, je dirais, d'un point de vue économique. Donc je le dis souvent, je ne partage à peu près rien avec mes enquêtés. Aucune origine géographique commune, je suis du centre de la France. J'ai pas de pratiques culturelles en commun, puisque souvent, eh bien, elles évoquent la passion pour la voile, le kitesurf, etc. Enfin bref, en tout cas, aucune familiarité donc, non plus sur leur cursus scolaire ou professionnel. Voilà. Alors, comment suis-je entrée alors dans ce milieu alors que tout m'en éloigne finalement? Alors, comment ça a démarré? Eh bien, je suis arrivée à Marseille en fait en 2006, et donc j'y suivais en fait des études. Et puis, des amis comme ça m'ont parlé de la vente aux enchères des pilots, dont vous avez peut-être entendu parler, donc, au cours de laquelle des jeunes élèves de premières années des écoles nationales supérieures maritimes sont vendus aux enchères. Ils sont exhibés sur scène et vendus au plus offrant. Donc, je trouvais déjà le sujet un peu intéressant, assez exotique, en fait, d'une certaine manière. Je me demandais un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Et comme je vous le disais, donc je ne connaissais absolument pas le monde de la marine marchande, et même pour vous dire, je pensais que tous les bateaux étaient conduits par des militaires. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais que c'était comme ça en fait. Donc voilà. Mais en tout cas, mon premier intérêt a été lié à cette vente aux enchères de jeunes gens. Donc en fait, j'avais un peu le désir de faire des documentaires, et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas commencer un documentaire sur ce sujet atypique, un peu immoral, enfin, en tout cas un sujet séduisant pour faire des premiers pas dans le film documentaire. Alors, donc pour mener à bien ce projet, ben, il a fallu que je m'approche du monde de ces étudiants de l'école de la marine marchande de Marseille. Et donc, comme je suivais un cursus universitaire, on a eu un exercice ethnographique à faire dans le cadre d'un enseignement. Et ça m'a fourni le prétexte légitime pour rencontrer le directeur de l'École nationale de la marine marchande à Marseille. Et j'ai pu comme ça le rencontrer. Et en fait, je comptais sur cette rencontre pour qu'il me présente des élèves qui accepteraient d'être filmés lors de la vente aux enchères. Voilà. Et donc, je reviens sur cet entretien parce qu'il est structurant en fait, de la suite de ma recherche. C'est-à-dire que, en fait, durant cet entretien, il a pris le temps de m'expliquer le fonctionnement de la marine marchande, les changements intervenus dans la profession, en insistant bien justement sur l'arrivée des femmes, qui était un fait assez nouveau, hein, on est en 2006, donc ce n'était pas nouveau, mais en tout cas suffisamment pour que ça soit encore souligné. Et dans cet entretien, finalement, il m'est apparu clairement que la présence des femmes dans son école, c'était un élément nouveau et suffisamment atypique finalement pour que ça occupe la totalité de notre conversation, alors même qu'elles n'étaient que 7% dans les effectifs de l'école. Donc il a tenu à me préciser non seulement qu'elles étaient présentes au sein de l'école, mais qu'en plus elles exerçaient des responsabilités au sein du bural. Donc pour les connaisseurs, hein, pour les non-connaisseurs, c'est le bureau des élèves, et donc qui n'avait jamais été occupé par des femmes, justement. Et donc pour lui, c'était un fait vraiment marquant. C'était la première fois dans toute l'histoire de l'école que le bural était occupé par des élèves femmes. Et puis plus tard dans notre vie, eh bien, il a commencé à évoquer la difficulté qu'avaient les femmes, qui étaient très minoritaires dans la profession, à exercer cette activité. Donc il faisait allusion bien sûr aux résistances des hommes, et il évoquait pour les justifier eh bien, les rudes conditions inhérentes au travail sur les navires.
Et puis lui-même ayant été marin, il m'a confié ses souvenirs les plus pénibles en me disant notamment, en évoquant une anecdote qui était une avarie de machine qu'il avait obligé à se tenir près de 10 heures d'affilée dans une salle des machines par 45 degrés, sous une pluie d'huile, en slip, parce que justement il était impossible de supporter autre chose dans cette chaleur, et qu'il était si fatigué par cette épreuve qu'en remontant dans sa cabine, il s'était endormi directement dans sa douche. Voilà, sans avoir pu se laver. Et bref, en fait, ce qui m'intéressait dans cette anecdote, c'est que cet homme qui était fier de me dire à quel point l'école de la marine marchande n'était pas phallocrate, qui en revendiquait la modernité parce que justement des femmes étaient arrivées dans cette école, eh bien, il me disait aussi de manière sous-jacente, en fait, que l'idée selon laquelle ces femmes avaient leur place, certes, mais qu'elles ne l'avaient pas partout et finalement pas dans toutes les circonstances. Et on va voir que c'est quelque chose qui est très récurrent tout au long de mon enquête et encore maintenant, c'est que inconsciemment, eh bien, tout le monde va refaire en fait une espèce de division des rôles entre les hommes et les femmes et une répartition des tâches selon les sexes et donc l'idée selon laquelle en fait une femme n'aurait un peu moins sa place à la machine qu'au pot. Or, un fait intéressant qui concerne la France, c'est qu'il faut savoir que donc, les officiers qui suivent la voie royale des écoles de marine marchande, eh bien, ils reçoivent une formation polyvalente pont-machine. D'accord ? Et cette polyvalence, elle s'est imposée donc, comme la filière d'excellence donc, pour la marine marchande en France. Et ça, c'est une particulière française. Et en fait, finalement, on va se rendre compte que comment un cadre institutionnel peut avoir des effets finalement bénéfiques pour déconstruire justement des stéréotypes de genre sur ce que devrait être ou pas la place d'une femme. Et finalement, dans le monde en général, en fait, les formations sont monovalentes. On va voir que les femmes et les hommes d'ailleurs, doivent choisir soit de faire une carrière au pont, soit à la machine, ce qui n'est donc pas le cas en France. Et finalement, de manière systématique, on va voir que 90%, même voire 95% des femmes choisissent où on les oriente vers les filières pont. Or, en France, et donc justement en raison de cette formation polyvalente, eh bien, on va voir que les femmes sont 50% à exercer au pont et 50% à exercer à la machine. Donc on le voit, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que ce cadre qui n'a pas du tout été pensé pour favoriser la place des femmes, mais le fait même qu'il existe donc, permet en fait de rebattre les cartes finalement des assignations de genre pour tel ou tel métier, et même si les représentations sont très tenaces. Voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que ce souvenir d'avarie de machine dont il me parlait était censé me prouver à quel point donc, la place d'une femme ne pouvait être à bord, pouvait être à bord, mais pas dans une salle des machines. Et donc, tout cela faisait déjà écho, donc pour moi qui suivais un cursus en sociologie, donc à ce qu'est la sociologie du genre, à la division sexuelle du travail, aux stéréotypes qui pèsent sur les femmes, et puis sur les questions d'évolution des représentations. Voilà, donc finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est un sujet formidable pour en faire un sujet de master en sociologie, et donc c'est un petit peu là-dessus que je me suis orientée. Alors, suite à cet entretien, donc avec ce directeur, le directeur m'a présenté 3 jeunes femmes officières, élèves officières, donc avec qui j'ai fait des entretiens la semaine suivante, donc avant le bal, le fameux bal de la marine marchande et donc la vente des pilots. Et donc j'ai évoqué l'idée de pouvoir les filmer directement, et donc c'est comme ça que je suis entrée dans cette matière qui a servi à ma thèse. C'est donc en filmant en fait ces premières interviews avec 3 jeunes filles qui étaient assez finalement désireuses en fait d'apporter le témoignage de leur parcours. L'idée d'être filmée aussi était pour elle une espèce de manière de pouvoir donner ultérieurement en fait, de la visibilité à cette profession. Et donc voilà comment j'ai commencé donc, ces premiers entretiens avec ces femmes de la marine marchande. Donc vous le voyez, on était à l'école. Donc je voudrais revenir ensuite sur ce fameux bal de la marine marchande et donc sur les pilots, donc, qui est donc organisé sur le site... qui était organisé sur le site de Marseille donc chaque année, un bal qui accueille 3000 personnes, qui dure toute la nuit. Et donc je venais juste d'achever ces 3 premiers entretiens avec les jeunes officières. Et puis donc je suis arrivée dans ce bal, j'avais eu des invitations, et puis j'ai commencé à me balader avec ma caméra, et je suis tombée sur une
première rencontre, on va dire, ma première rencontre, ça a été celle des épouses d'officiers navigants. Donc elles étaient 3, et puis je leur ai tendu le micro pour savoir un petit peu ce qu'elles pensaient des femmes dans la marine marchande. Et je dois dire que la teneur de leurs propos a été vraiment très, très, très virulente à l'encontre des officières, et même, je dirais, une forme de brutalité qui n'était absolument pas atténuée du fait de la présence de la caméra. Et au contraire, loin de redouter la caméra et ce qu'elles allaient dire, en fait, elles avaient vraiment pris la caméra à témoin pour formuler les griefs qu'elles avaient, avec la conviction qu'elles avaient que les officières de marine marchande n'avaient pas leur place, en fait, sur les navires. Et donc, elles ont... finalement, elles étaient même étonnées de me voir m'intéresser aux officières et finalement non à elles. Et finalement, elles revendiquaient l'idée que je devrais finalement travailler sur les épouses d'officiers de marine marchande, parce qu'elles revendiquaient, elles aussi, et d'ailleurs on peut les comprendre, leur propre héroïsme d'avoir su pendant des années gérer maison, famille, quasiment seule. Alors, pour vous donner un florilège un peu de ces stéréotypes que j'ai entendus ce soir-là, voilà, je vous en donne un ou deux pour illustrer mon propos. Donc, une des épouses me dit « Mais vous avez vu des femmes, vous ? Mais elles ne sont pas féminines du tout, c'est un métier d'homme, pas un métier pour les femmes. Une femme à la machine, mais elle n'a rien à faire à la machine. D'ailleurs, je l'ai vu quand j'ai embarqué avec mon mari. Il y avait 2 élèves femmes à la machine, et bien, c'était 2 hommes que j'avais en face de moi, qui essayaient d'être à la hauteur de l'homme marin, mais ce n'est pas possible. » Alors, elles n'hésitaient pas non plus à pointer avec véhémence des caractéristiques communément attribuées au sexe féminin, comme la fragilité. Donc, les filles, elles ont tendance à pleurer tout de suite. Alors, si elles font ce métier, si le bateau fait naufrage, elles vont pleurer ou elles vont assumer? Si on rentre dans ce métier, on a les épaules pour et on ne pleure pas. Voilà. Alors ensuite, d'autres femmes qui étaient un petit peu plus modérées, peut-être dans leurs propos, se rejoignaient, en tout cas toutes sur un principe. La place d'une femme n'est pas d'être sur un bateau, parce qu'un bébé, quand il pleure, ce n'est pas son père qu'il demande, c'est sa mère. Et donc évidemment, ça c'est quelque chose que je vais retrouver au cours, parce que je vous dis 2006, et donc c'est encore un sujet d'enquête et qu'on entend encore évidemment très souvent encore. Donc en fait, tout au long de ces années d'enquête, eh bien, les femmes sont sans cesse ramenées à leur rôle de mère, et donc pour beaucoup d'hommes ou même de femmes, eh bien, le fait d'être mère est incompatible avec une poursuite de la carrière à la navigation. Et donc il y a vraiment un travail collectif de culpabilisation qui va venir des collègues, qui va venir de la famille élargie, qui va venir du conjoint, qui est distillé autour des femmes qui souhaitent continuer à faire carrière. Et je me souviens d'une navigante à qui elle disait, alors même qu'elle venait d'avoir un enfant et qu'elle faisait la navigation Corse-Marseille, donc elle touchait terre tous les 2 jours, et donc elle me disait que sa cousine ou je ne sais qui, enfin elle lui disait toujours « Oh dis donc, tu dois le trouver bien changé ton bébé quand tu le revois », donc, alors que ça faisait 2 jours en fait qu'elle ne l'avait pas vu. Et ce que je voulais dire par là, c'est que c'est extrêmement dur pour celles qui cherchent à se maintenir dans la profession dès lors qu'elles choisissent d'avoir une vie de famille. Et c'est d'autant plus dur, évidemment, que souvent, ces femmes sont en couple avec des marins, qui sont eux aussi donc, absents, puisqu'ils sont navigants. Et donc, au nom de l'attachement à l'enfant, eh bien, c'est sur les femmes marins que vont reposer cette idée d'arrêter finalement leur carrière, ou en tout cas la mettre entre parenthèses. Voilà. Alors, pour en revenir à ces épouses de marins, qui, historiquement, ma collègue Angèle Grovel, qui travaille aussi sur la marine marchande, en a d'ailleurs parlé dans un article que je vous invite à lire dans Chasse-marée, qui est paru très récemment. Eh bien, on le sait, les épouses de marins n'ont jamais vu d'un bon oeil le fait que des femmes embarquent avec leur mari. Et moi, bien sûr, j'ai été extrêmement surprise, vraiment sur l'amertume qu'elle dégageait. Était, selon moi, en fait, tenait en 2 choses. Finalement, c'est une première qui serait que la souffrance occasionnée par l'incarnation de second rôle qu'elles ont, puisque le métier de leur mari est très valorisé, en fait, d'une certaine manière. Et donc, il y a une forme de non-reconnaissance qui est sur le travail qu'elles-mêmes peuvent accomplir, qui est évidemment beaucoup plus invisible, beaucoup plus dans l'ombre, parce que c'est quand même elles, en effet, qui prennent exclusivement la charge mentale et physique des tâches ménagères, des tâches éducatives,
éventuellement de leur propre carrière professionnelle, et malgré tout, elles restent finalement toujours dans l'ombre finalement de leur mari. Et puis, autre chose qui m'avait aussi frappée sur le moment, mais je me disais, mais quand même, on pourrait s'attendre à une forme de solidarité de femmes envers les femmes, hein, puisqu'elles font carrière. Et justement, c'est aussi quelque chose qui a été très pointé dans les enquêtes sociologiques, c'est que, évidemment, le rôle des femmes pour maintenir les stéréotypes en place, évidemment, et que d'une certaine manière, les femmes entretiennent elles aussi l'usage de leur propre discrimination. Alors, un autre point que je voulais aborder aussi, c'est qui m'a toujours occupée tout au long de ces années, et c'était très intéressant parce que quand je suis entrée, je vois les femmes officiers à l'honneur. Vous avez vu ces petits panneaux? Et donc ça, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, en fait, et au cours de toutes ces années de recherche, à chaque fois que j'étais face à la situation qui consiste à dire je vais vous présenter mon sujet d'étude, bien une constante est apparue, c'est que quand je disais mener une thèse sur les femmes officiers de la marine marchande, tout le temps, et vraiment, quels que soient mes interlocuteurs, les milieux sociaux, etc., on me disait « Ah oui, tu fais une enquête sur les femmes d'officiers de la marine marchande. » Toujours, vraiment de manière très, très, très récurrente. Et quand on me dit « Ah, tu veux dire les femmes d'officiers? Attends, tu t'as dit quoi exactement? J'ai pas très bien compris. » Et donc cette situation que j'ai rencontrée des dizaines, pour pas dire des centaines de fois, eh bien, m'a montré que de façon immédiate et intuitive, finalement, la complexité de la linguistique pour féminiser les noms de métiers, qui est combinée au poids des représentations sociales, eh bien, range directement ces officières dans le statut d'épouse. Et donc, raison pour laquelle, contrairement à ce qu'a dit Joanne au départ, je n'ai pas fait une thèse qui s'appelle les femmes officiers de la marine marchande, j'ai fait une thèse qui s'appelle les officières de la marine marchande, et je tiens beaucoup à ce terme, parce que de mon point de vue, en tout cas, le masculin neutre n'existe pas, et que féminiser un nom de métier, ce n'est pas ridiculiser la fonction, c'est au contraire permettre de visibiliser la présence des femmes, et permettre aussi aux jeunes générations de s'identifier en tant que femmes dans une profession. Voilà. Alors, je poursuis mon petit parcours. Donc, j'ai rejoint un cursus de sociologie à Paris, où j'ai réalisé j'ai terminé mon master sur ces officières. Donc, comment? Il fallait que je réunisse un certain terrain. Et je dirais qu'il y a à peu près une année qui s'est écoulée entre ces 3 premiers entretiens que j'avais filmés et mon premier embarquement. Et donc, finalement, ces 3 jeunes élèves officières, et donc j'en ai vu une sur le tableau et j'en étais très, très contente, eh bien, c'est elles un petit peu qui m'ont introduit, qui ont gardé le lien avec moi, finalement, ou moi qui ai gardé le lien avec elles, je ne sais pas, mais en tout cas, au fil du temps, de façon plus informelle, j'ai commué, on va dire, mon statut d'enquêtrice en celui de familière, pour ne pas dire amie, tout simplement. C'est donc comme ça, en prenant régulièrement de leurs nouvelles, que s'est construit finalement ce rapport enquêteur-enquêté, avec toute une période qui a permis, en tout cas pour ces officières, de voir que j'étais vraiment intéressée par ce sujet et que je ne les lâchais pas, malgré le temps qui passait. Et donc le fait que je sois restée fidèle à mon sujet d'étude les ont amenés à m'encourager à monter à bord, parce que jusqu'à présent, je n'étais jamais montée à bord. Et donc, selon elles, si je souhaitais réellement travailler sur leur corporation, il était essentiel de venir les voir dans leur environnement de travail. Et voilà, et toutes mentionnaient finalement cette incompréhension que la plupart des gens ont, leurs interlocuteurs, leurs familles, sur ce qu'elles vivent réellement lorsqu'elles sont embarquées. Donc je vous donne un extrait de Justine qui me dit « Mais parce qu'on a beau décrire tout ça, une ambiance sur un bateau, c'est quelque chose de vraiment particulier. C'est dur de l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, parce qu'on vit les uns avec les autres sans vraiment se connaître, sans pour autant être proches. Et pourtant, on regarde la télé ensemble, on choisit le film ensemble, on boit le café ensemble. C'est vachement spécial justement de ce point de vue-là, parce qu'on ne se connaît pas et on est quand même obligé de vivre les uns avec les autres, non seulement de travailler, mais d'évoluer dans une certaine harmonie pour que tout se passe bien. » Voilà. Alors, donc, suite à ça, je me suis dit, il faut que je monte à bord, il faut que j'y arrive, mais je me disais, mais qui va me laisser monter à bord, moi, étudiante? Eh bien, en fait, mon premier embarquement s'est fait donc à bord d'un ferry. Finalement, je garde, je disais, en souvenir, le souvenir d'une troublante simplicité pour obtenir l'autorisation de monter à bord. Donc je me suis présentée finalement par téléphone au capitaine d'armement comme une étudiante en sociologie qui utilisait l'image comme recueil de données.
Et je me proposais donc de passer quelques jours à bord des navires. Et d'emblée, en fait, on a validé ma venue. Et finalement, ce qui était intéressant, c'est que je crois que l'idée de dire qu'une sociologue allait monter à bord, je n'étais pas sûre qu'en fait le capitaine d'armement avait bien compris, mais l'idée caméra se disait, ah bah oui, ça doit être un journaliste ou quelque chose comme ça. Et donc finalement, le fait de filmer, moi j'ai toujours considéré que c'était presque un sésame pour pouvoir monter à bord. Donc je suis montée à bord, et voilà. Et donc, une fois que je l'ai fait une fois, finalement, j'ai appelé une autre jeune élève officière qui travaillait elle aussi sur des navires à passagers. Et j'ai renouvelé l'expérience. Et là, pareil, on m'a laissé monter à bord. Et donc, j'ai pu faire mes 2 terrains d'enquête, des 2 embarquements qui étaient quand même de courte durée, mais quand même qui étaient intéressants pour se familiariser avec la vie du bord. Mais évidemment, la marine marchande est a beaucoup de rythmes différents, et donc pour ça, il fallait aussi que je puisse m'embarquer au long cours. Et justement, en téléphonant à une des personnes que j'avais interviewées, eh bien, au cours de cet entretien téléphonique, elle minimise finalement, oui, quoi, tu as fait des navires à passagers, mais c'est pas ça, être marin. Si tu veux, avec tout ça, tu ne sais toujours pas ce que c'est que d'être marin. Si tu veux voir ce que c'est d'être une fille en mer avec des bonhommes, il faut aller au pétrole. Bon, très bien, moi je dis, écoutez, moi je suis complètement d'accord. Et elle me donne le téléphone du capitaine d'armement, et puis là aussi, vraiment de manière très surprenante, on me dit, mais oui, allez-y, voilà, vous pouvez aller. Là, le bateau sera en Guadeloupe. C'était un pétrolier, et puis donc il naviguait dans les Caraïbes, ce qui était déjà une destination super sympa. Donc je dis, écoutez, avec plaisir. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis, voilà, ça s'est vraiment fait de manière assez simple. Et j'ai eu cette autorisation d'embarquer en 2009. Et je dois dire que cet embarquement a été un terrain vraiment exceptionnel, et tous les terrains sont intéressants, et je ne veux absolument pas hiérarchiser l'idée qu'un terrain serait plus intéressant qu'un autre. Mais là, ce qui était intéressant, en fait, c'est que j'avais rencontré une série de caractéristiques qu'on croise fréquemment, mais isolément, en fait, sur les autres navires. Et donc, cet embarquement a condensé, finalement, par son particularisme, toutes les problématiques qui peuvent émerger dans ce genre d'études. Tout d'abord, il s'agissait d'un pétrolier, donc, qui faisait un peu du cabotage d'île en île, et puis avec un mode d'alternance pour les marins qui était relativement long, et puis aussi très inégal, puisque on va voir que les officiers français avaient des embarquements qui duraient 2 mois, que la personne que j'enquêtais pour des raisons de planning et d'absence de relève, en fait, était déjà à bord depuis 3 mois, donc sur un embarquement qui était particulièrement fatigant, en tant que second capitaine. Donc les connaisseurs savent que les seconds sont les chiens du bord, donc du coup vraiment sont très très sollicités dans leur travail. Et donc je suis arrivée donc dans une ambiance quand même où les marins étaient fatigués de toute façon, et voilà, voilà. Et donc finalement, c'était aussi la seule femme à bord d'un équipage qui était composé donc de 16 membres d'équipage, 16 membres d'équipage avec 7 nationalités différentes. Et on peut voir, j'ai pu assister vraiment de visu aux mécanismes de segmentation professionnelle qui sont très connus. Les Français occupaient les postes les plus élevés dans la hiérarchie du bord, donc c'était donc commandant et second capitaine. Et puis ensuite, on avait les Roumains dans les postes intermédiaires, donc lieutenants notamment, et puis des personnes issues vraiment du continent africain, Nouvelle-Guinée, Sénégal, etc., des postes d'exécution, etc. Et donc, je disais, cet embarquement qui a duré 3 semaines a été riche d'enseignements, dans le sens où il cristallisait finalement dans un tout petit espace, finalement toutes les violences sociales et discriminations qui peuvent opérer au sein de notre société. On avait du machisme, bien sûr, on avait du racisme, de la justice sociale, le sentiment de supériorité, des différences de traitement selon la nationalité, du paternalisme, de l'abus de pouvoir, enfin bref, tout ce qui fait autant d'éléments qui font que le navire était un véritable laboratoire social, pour reprendre l'expression d'un sociologue connu qui s'appelle Park. Voilà. Alors, justement, il a fallu gagner la confiance en arrivant à bord sur ce pétrolier. Et finalement, moi-même, pour m'intégrer, il a fallu que j'arrive à convaincre du bien fondé de ma recherche, de l'intérêt qu'il y avait à étudier ce genre d'embarquement.
Et finalement, c'est passé assez bien, puisqu'il paraissait, aux yeux des hommes, finalement assez naturel qu'une femme fasse une enquête sur une autre femme. Voilà. Et finalement, au début, on va dire qu'ils pensaient que j'avais une stratégie déguisée pour leur compagnie, pour pouvoir instaurer la parité à bord des navires. Donc je leur disais qu'on était déjà bien loin de cette idée, mais finalement, ils ont surtout essayé de me questionner les premiers jours pour voir dans quelle mesure j'avais du pouvoir pour instaurer la parité à bord des navires. Et puis quand ils ont compris que je n'avais aucun pouvoir, bah, finalement, ça s'est très bien passé. Donc, voilà. Et donc, finalement, donc, cet embarquement s'est extrêmement bien passé. Voilà. Alors, ça, c'était pour la découverte du monde du pétrole. Après, ensuite, je suis allée voir aussi la navigation portuaire, évidemment. Donc, j'ai découvert le monde du remorquage, du pilotage. Hein, ce travail, donc, qui permet quand même de vivre à terre plus régulièrement, disons, que quand on est embarqué au long cours. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un travail qui consiste à être d'astreinte pendant plusieurs jours et d'aller chercher donc, les bateaux en haute mer, notamment pour les aider à entrer au port. Et souvent, donc, ces formes de navigation sont choisies par des marins qui souhaitent être plus sédentaires, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles. Et d'ailleurs, très souvent, on incite les femmes à se dire bah, allez plutôt au remorquage, ça sera plus compatible avec l'articulation de la vie de famille, etc. Donc, bah, voilà, je me suis rendue dans plusieurs ports du littoral français. Voilà, j'ai embarqué à bord de remorqueurs. Je disais, j'en ai même conduit un. Très peu de temps, hein, à peu près 1 minute, mais c'était déjà, j'étais déjà bien contente. Et voilà. Et donc finalement, c'est sorti en mer au milieu de la nuit, au petit matin, durant la journée, le soir. Et ben, ça a été l'occasion aussi de partager vraiment des moments très intenses, notamment pour comprendre la manière dont le stress fait partie du quotidien des marins. Hein. Ce sont des situations de manœuvre qui sont extrêmement stressantes, intenses, qui sont extrêmement fatigantes et qui expliquent évidemment les systèmes de rotation que certains jugent très favorables aux marins, mais qui sont pourtant bien nécessaires pour qu'ils puissent récupérer de ces tensions. Voilà. Et puis ensuite, bien, j'ai fait aussi un embarquement qui reste un excellent souvenir pour moi, et donc notamment avec Enora, qui est ici présente, qui s'est donc déroulé sur un bateau de l'Ifremer, où là aussi j'ai été étonnée, dès lors que j'ai voulu demander l'autorisation d'embarquer, de l'assentiment presque immédiat finalement du capitaine d'armement, qui a quand même soumis cette décision donc, au chef de mission scientifique, puisque vous savez que les bateaux de l'Ifremer assurent des missions scientifiques. Et voilà, donc c'est comme ça que donc, ça s'est déroulé. Donc j'ai pu embarquer donc, sur cet embarquement qui était donc très intéressant parce que justement il y avait ce particularisme qui était que exceptionnellement par des hasards de calendrier nous avions non pas une femme à bord, non pas 2 mais 3 femmes à bord à des postes à responsabilité, et donc ça a été pour moi un terrain vraiment très intéressant pour étudier les interactions, pour avoir des points de vue différents sur les situations qui étaient vécues, et donc ça a été un terrain vraiment très très intéressant. Donc finalement, c'est difficile de présenter de manière exhaustive tout ce qui, au cours des 6 années qu'ont duré ma thèse, et donc je rajoute 2 années sur le master, et donc on est à 8, et donc tout ce qui, au fil du temps, a permis finalement d'enrichir l'enquête, les déplacements, les interactions. Il faut aussi comprendre que voilà, ce sont des liens qui se nouent, qui sont forts. Moi aussi, j'expérimente finalement la vie en mer, et ça crée des liens, on peut le dire. Et j'ai pu accéder donc aux univers privés de ces personnes. Beaucoup, quand elles font escale à Paris, viennent me voir, etc. Donc voilà, au fil du temps, finalement, j'ai commué un peu mon statut de chercheuse en statut amical, finalement. Et presque malgré moi, je continue l'enquête voilà, depuis toutes ces années, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc finalement, je dirais qu'en variant tous ces embarquements, j'ai rencontré plus d'une centaine de marins, j'ai fait des entretiens avec une 60aine de marins, que ce soit des hommes ou des femmes, et puis évidemment collecter aussi beaucoup d'images, puisque j'ai plus de 100 heures de rush, qu'on appelle, sur
donc, dont j'ai fait un montage que j'ai présenté dans le cadre de ma thèse. C'est un montage qui n'a pas été diffusé au grand public, mais qui existe. Voilà. Et pour poursuivre un petit peu le parcours, évidemment, donc moi, ma thèse a beaucoup insisté, notamment sur les questions d'inégalité de carrière. Hein. C'est plus dur pour les femmes de trouver des embarquements, c'est plus dur d'accéder à des postes plus haut placés, évidemment, mais plus de temps. Donc c'est vraiment, on est sur le constat de carrière très inégale selon qu'on soit un homme ou une femme. Et puis, c'est aussi un milieu, et ça m'a permis de le découvrir au cours de ma thèse, qui est un lieu où l'on est surexposé évidemment aux risques psychosociaux, et ce, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme. Et donc c'est ce qui nous a conduit, dès que j'ai terminé ma thèse, et là c'est avec ma collègue Angèle Grovel, qui nous a conduit à réaliser une étude donc, sur les risques et les violences physiques, psychologiques ou à caractère sexuel dans le secteur de la marine marchande. Et donc l'idée de cette étude, c'était de cerner au plus près la diversité des situations professionnelles et les risques psychosociaux qui sont attachés donc, au milieu de la marine marchande. Donc là, l'idée, c'était d'essayer de recenser l'expression de ces risques à bord. Donc on va avoir la fatigue physique, l'usure mentale, le stress, les violences internes entre collègues ou les violences avec des externes. Des externes, ça veut dire qu'on peut être exposé aux violences des pirates, on peut être exposé aux violences des passagers. J'ai eu beaucoup d'interviews sur... évidemment, il ne faut pas oublier que dans le monde de la marine marchande, il y a aussi le service général, et donc avec un personnel hôtelier qui est aussi particulièrement exposé aux clients. Et donc, tout ça a été l'idée de voir quelles conséquences ça peut avoir sur la santé mentale et physique des navigants. Et puis, évidemment, puisque j'avais fait mon enquête sur les questions de genre, c'est évidemment d'examiner le caractère sexué et l'influence du genre dans ces expositions aux facteurs de risque. Voilà. Et puis, donc, on a essayé d'identifier aussi les facteurs de risque qui sont individuels, qui peuvent être aussi organisationnels, collectifs, de l'activité de navigants, la variation des pénibilités auxquelles ils sont exposés, et évidemment de faire un état des lieux des violences sexistes ou à caractère genré dans un milieu où les femmes sont sous-représentées. Alors on a eu recours donc, à une enquête qualitative, on a fait une série d'entretiens très importants, on a fait des embarquements, et puis on a fait aussi une enquête quantitative où on a collecté plus de 700 réponses d'hommes et de femmes donc, qui ont pu répondre à cette enquête. Et finalement, de cette manière, on a pu appréhender finalement la variété donc, des pénibilités et des risques auxquels les marins sont exposés. Et finalement, il apparaît bien sûr qu'on soit homme ou femme, tous sont exposés donc, aux questions de pénibilité, mais aussi aux questions de violence psychologique, au harcèlement moral. Et c'est sans doute évidemment favorisé par le huis clos. Et donc, il va apparaître dans les résultats que toutes les femmes interrogées ont fait l'objet finalement de comportements hostiles au cours de leur carrière. Donc, les hommes aussi. Il ne s'agit pas de dire que c'est quelque chose d'exclusivement féminin. Mais on va voir que la nature de ce qui va toucher plus spécifiquement les femmes, que certains vont toucher justement plus spécifiquement les femmes. Et donc, de quelle nature? Ça va être souvent de nature verbale ou de nature physique, évidemment, mais elles reçoivent souvent des propositions explicites, des sous-entendus, etc. Et notamment aussi, ce qui caractérise beaucoup, en fait, l'univers de la marine marchande, c'est qu'on disait 100% des femmes qu'on avait interrogées s'étaient toujours fait voler au moins un sous-vêtement à la laverie. Voilà. Et toujours, évidemment, pour tourner en dérision. Donc, je vais revenir dans un instant là-dessus. Simplement pour vous dire que qu'est-ce qui nous a beaucoup marqué dans cette enquête, vraiment ce qui nous a surpris, eh bien c'est d'abord l'absence des ressources pour les victimes de violences au travail. Donc on a, de notre point de vue en tout cas, un vrai retard des organisations de travail du secteur de la marine marchande sur ces questions-là, alors qu'on pourrait supposer finalement que dans leur secteur, plus qu'ailleurs, du fait des conditions du huis clos, eh bien, ils seraient plus particulièrement vigilants. Et on voit qu'on est face quand même à des organisations de travail qui, jusqu'à il y a encore récemment, s'étaient très très peu engagées dans une démarche volontariste pour prévenir ce type de risque.
Et c'est d'autant plus surprenant que je disais, ces questions de violence au travail sont transversales à toute la société, dans toutes les organisations professionnelles. Et donc, il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas de la même façon dans la marine marchande. Et il est donc du devoir des organisations professionnelles d'anticiper ces dérives comportementales qui existent de toute façon partout ailleurs aussi. Alors, comment expliquer quand on parle de ce qui est spécifique aux femmes? Eh bien, pourquoi est-ce qu'en fait on a ces vols de sous-vêtements et pourquoi est-ce que les femmes reçoivent des propositions explicites, bien plus finalement que peut-être dans d'autres secteurs professionnels? Eh bien, moi, c'est quelque chose aussi auquel je tiens beaucoup à souligner, c'est que pour moi, dans ce secteur de la marine marchande, on n'est toujours pas dans une égalité de territoire. C'est un territoire qui est, je parle de l'univers du navire, c'est un territoire qu'on dit soi-disant neutre, mais en réalité, on a plein de signes qui nous rappellent constamment que c'est un territoire qui se conjugue au masculin, c'est-à-dire que c'est un endroit où on demande aux femmes finalement de lisser leur comportement dit féminin. On leur demande d'adopter des codes neutres, on leur demande ça, et d'ailleurs elles sont même les premières à se les imposer à elles-mêmes pour pouvoir s'insérer dans ce milieu. Mais c'est aussi un endroit où il est autorisé d'afficher sa sexualité masculine, si tant est qu'elle soit orientée vers l'hétérosexualité, dans les espaces du bord. C'est-à-dire, là je ne parle pas des espaces privés des cabines, mais on a, quand on se balade comme ça dans les univers du bord, eh bien on a des fonds d'écran d'ordinateurs avec des femmes nues, des calendriers de femmes nues affichés dans les bureaux. Bref, on a un tas de signes pour montrer finalement que les femmes, pour montrer les femmes finalement dans leurs aspects les plus caricaturaux et les plus stéréotypés de la féminité. Et finalement, en laissant agir ainsi les marins, ben on voit bien qu'on n'est pas dans une culture... dans une culture d'entreprise qui tolère finalement les comportements sexistes. Et ça, pour moi, c'est en tout cas la porte ouverte à un environnement qui favorise les phénomènes d'harcèlement sexuel. Et je ne sais pas vous, mais enfin, si d'autres personnes travaillent dans d'autres secteurs, moi en tout cas, dans celui où je travaille actuellement, oui, non, je serais choquée si j'arrivais dans un bureau où il y avait... des calendriers de femmes nues ou des écrans d'ordinateur affichés, et c'est toléré nulle part, et finalement, dans la marine marchande, c'est au prétexte d'une sexualité empêchée, c'est complètement autorisé. Or, là, on ne parle pas, et je le redis, on ne parle pas de l'espace privé de la cabine, chacun fait ce qu'il veut dans sa cabine, mais on parle bien des territoires communs du bord, et donc c'est en ça où, tant qu'on ne sera pas dans un territoire neutre, eh bien, on continuera d'avoir ce genre de comportement. Voilà, pour moi, donc ça, c'est la porte ouverte, finalement, à un environnement qui, je disais, favorise un petit peu les phénomènes de harcèlement sexuel. Et donc, prévenir ces formes de violence à caractère sexuel en entreprise, ça implique de travailler plus largement sur la culture de l'entreprise et rendre clairement inacceptable, finalement, des propos et des comportements sexistes de violences sexuelles. Alors, donc, comment agir? Pour moi, il y a déjà 2-3 petites choses qui me paraîtraient déjà pouvoir faire avancer. Veiller à retirer des espaces communs de travail toute image ou objet à caractère sexuel qui rappelle sans cesse que le caractère masculin est sexué de ces espaces. Et voilà, en désexuant donc ces espaces de travail. Et puis en formant aussi les professionnels en charge de ces sujets, en affirmant aussi une politique volontariste sur ces sujets, notamment en s'adjoignant en fait les services de personnes compétentes sur ces sujets. Parce que, en fait, je le dis toujours, on voit, là, si vous avez suivi un petit peu l'actualité sur ce secteur, on voit que les organisations professionnelles s'interrogent et se disent, voilà, il faut que j'engage une politique de quelque chose pour me conformer, en tout cas, à la législation. Eh bien, pour moi, il y a une différence entre engager une politique pour se conformer à la législation et vouloir agir concrètement sur des problèmes. Et donc, il faut évidemment encourager, alerter et communiquer sur les sanctions encourues en cas d'agression physique, psychologique ou à caractère sexuel. Et puis, faire de la prévention, ça signifie faire connaître à tous les mesures réglementaires, c'est-à-dire les lois, les conventions collectives, les règlements intérieurs, et le rôle et la responsabilité de l'employeur donc sur ce type d'agissement. C'est évidemment développer des outils de communication, donc les chartes de bonne conduite, des outils un petit peu pédagogiques, faire connaître les interlocuteurs possibles pour les victimes. Je le disais, moi aussi je travaille dans un univers professionnel où très facilement on sait que si on avait un jour un comportement comme ça, on a un numéro
qu'on peut décrocher et puis faire remonter cette information. Voilà, c'est à mon sens en tout cas déjà une étape qui peut être intéressante. Et puis donc faire connaître, je disais, ces interlocuteurs que sont les médecins du travail, les représentants du personnel, les médiateurs ou toute personne désignée par l'entreprise, et surtout faire connaître les risques de sanctions disciplinaires qui sont encourus par les agresseurs. Mais je le disais, faire de la prévention, c'est aussi se soucier de l'appropriation de tous ces outils développés. Pour moi, il est essentiel de savoir comment ce que les salariés retiennent de toutes ces formations auxquelles ils sont exposés, ces outils qui sont distribués, ces flyers, ces dépliants. Hein, ça serait intéressant finalement de s'interroger sur l'appropriation qui en est faite, quelle interprétation ils font de tout ça, qu'est-ce qui permet d'agir concrètement, se soucier de pédagogie évidemment, c'est très important. Et puis, je le disais, il faut aussi s'entourer de professionnels du sujet, parce que souvent, moi je disais encore cet après-midi, j'ai rencontré des personnes qui sont très volontaristes sur ce sujet, mais qui en fait maîtrisent mal finalement ces sujets, malgré toute leur bonne volonté, et il faut savoir s'entourer finalement de professionnels qui connaissent les mécanismes qui permettent en fait de dénouer ces situations. Voilà. Donc, lutter contre le harcèlement sexuel, ça implique une formation efficace et solide pour caractériser ce qu'est le harcèlement sexuel, pour repérer les comportements qui sont à risque. Et ça, il faut avoir des compétences d'enquête, il faut aussi avoir des compétences d'écoute, évidemment. Et voilà. Et puis, écoutez, je disais, hein, libérer la parole, c'est quand même extrêmement important, puisque je ne sais pas si vous avez vu les chiffres de l'association sur les violences faites aux femmes, mais on sait que 70% des cas de harcèlement ne sont pas portés à la connaissance des employeurs. Donc il faut évidemment... voilà, la plupart des employeurs ne connaissent pas finalement ce qui se passe donc à l'intérieur de leurs unités de travail. Et aussi, évidemment, bien veiller à l'accompagnement qui est fait de ces violences, puisque dans 40% des cas, eh bien, l'issue des démarches qui sont faites par les victimes, eh bien, ont une suite défavorable pour eux. Hein. Ils sont nommés ailleurs. C'est eux qu'on fait bouger, et non pas les harceleurs qui sont bougés. Voilà, en gros, un petit peu ce que je voulais vous dire sur le parcours, ce qui m'a marqué, etc. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Il y a un micro qui va circuler. Si quelqu'un veut le micro, il y a juste à lever. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. Je voulais vous poser une question au niveau des salaires. Vous n'avez absolument pas parlé des rémunérations. Et en fin de compte, c'est quand même un élément important, j'imagine, surtout dans la marine marchande. Et surtout, quand vous avez parlé des Philippins ou des gens qui viennent des pays ou d'Afrique, où j'imagine que pour un armateur, il faut trouver du personnel qui coûte le moins cher possible. Donc, je voudrais savoir un peu ce qu'il en est pour les femmes. Voilà. Merci. Oui, merci pour votre question. En effet, je n'ai pas parlé de ce type de résultats. Donc, en fait, c'est souvent un argument aussi qui est mis en avant par les amateurs en disant non, nous, vous voyez l'égalité. Un second capitaine, qu'il soit homme ou femme, il aura le même salaire. Or, nous, ce qui va nous intéresser, c'est quel salaire, quelle retraite aura la personne qui sortira, dans la mesure où elle aura accédé moins facilement à des postes supérieurs, dans la mesure où si elle décide d'avoir des enfants, elle sera de facto mise à l'arrêt du travail et donc cotisera. Enfin, jusqu'à un certain moment, en fait, l'ENIM ne prenait pas en compte finalement cette période de congé maternité. Mais je crois que ça a changé. Donc, en tout cas, sur les armements français, dans la plupart des cas, alors après, je pense qu'il y a des armements, évidemment, où c'est fait à discrétion et selon la personne. Et là, je ne pourrais pas vous dire, parce que de toute façon, il y a bien une chose qu'il faut se rendre compte, c'est que les armateurs ne nous ouvrent pas leurs portes pour nous montrer, évidemment, les progressions de carrière de leurs officiers, les grilles de salaire sur lesquelles ils sont embauchés. Mais disons que dans mes interviews, j'ai pu voir que à poste égal, en fait, les salaires étaient égaux. Mais le problème, c'est que, je le disais, en fin de carrière, on va bien voir une nette différence entre
le salaire masculin et le salaire d'une femme qui, comme je vous disais, aura accédé moins facilement au poste. Après, pour revenir sur les exemples des équipages donc à multinationalité, bien évidemment, hein, on autorise les armateurs à employer donc des marins selon les conventions du pays d'où vient le marin. Donc on imagine bien que des marins du Bangladesh gagnent quand même énormément moins qu'un marin français. Et donc c'est évidemment en raison des coûts associés au salaire des marins que sont attribués donc les postes de matelotage, les postes même de second, etc. Et donc évidemment un marin roumain gagne beaucoup moins qu'un marin français. Voilà, et c'est pour ça que je disais d'ailleurs que l'expérience au pétrole avait été très intéressante parce qu'elle cristallisait finalement beaucoup d'inégalités sociales. C'est vraiment le laboratoire social, c'est un petit condensé des inégalités qui traversent le monde actuel. Oui, justement, est-ce que dans vos enquêtes, vous avez pu questionner les 80% peut-être des personnels qui sont d'origine étrangère sur ces bateaux et qui ont aussi des représentations contradictoires de la femme en général et puis de leurs supérieurs officières? Alors oui, donc notamment cet embarquement a été très riche d'enseignements dessus. Tout à l'heure, par plaisanterie, Johan évoquait pendant longtemps le fait que les femmes en partaient malheur. Et moi, je me souviens dans l'interview que je faisais avec les marins sur le pétrolier, je discutais avec des marins roumains qui me disaient tu vois bien, depuis que on a cette femme officière, il y a eu une avarie de machine, le temps est mauvais. Regarde, il y a eu une épidémie de gastro. Et on voit bien que c'est parce que la femme est là. Et donc je lui dis, bah oui, mais moi aussi je suis là. Oui, mais toi c'est pas pareil, tu travailles pas pour la marine marchande. Et donc on avait en plus la femme porte malheur. Bon, là on a recréé des catégories. Donc c'est pas vraiment la femme qui porte malheur, c'est celle qui travaille en fait sur le milieu maritime. Donc sur les questions d'appropriation culturelle, souvent en fait il y a une telle situation de domination à l'égard des étrangers qui viennent, je sais pas, d'Afrique ou du Moyen-Orient, que, en tout cas, quoi qu'ils en pensent, ils ne s'autoriseraient sûrement pas à affirmer un quelconque désaccord sur le fait qu'ils soient commandés par des femmes. Toujours est-il qu'on le voyait, et d'ailleurs dans mon film, on en parle, le commandant en parle un peu, où on voit explicitement en fait des ordres qui sont contournés, des ordres qui sont des pièges qui sont tendus aux jeunes femmes. Alors, je vous le dis, c'était un exemple que j'ai eu dans ce cas bien précis, mais où on voyait que clairement la seconde capitaine était piégée dans certains, je ne sais pas moi, sur le niveau des cuves, etc. On ne donnait pas les bonnes informations, on louvoyait, etc., pour un petit peu contrer cette idée d'être commandée par une femme. Donc oui, je pense que ça existe. Est-ce que quelqu'un... Bonjour, je me demande simplement si vous avez eu l'occasion de rencontrer des femmes d'autres nationalités par la même occasion. Peu. La seule personne, je dirais, j'ai été une fois sur un navire de croisière où j'ai rencontré une personne malgache qui avait la nationalité française, mais qui travaillait en tant que malgache parce que justement elle n'aurait pas été prise en mettant en avant sa nationalité française parce que finalement ils auraient été obligés de l'embaucher à son salaire français et donc du coup elle était obligée de se présenter en tant que nationalité malgache pour espérer obtenir cet emploi. Et là, en termes de rythme de travail, hein, on est vraiment sur des fortes inégalités. Enfin, je le disais, 2 mois, un officier français va naviguer 2 mois et être 2 mois en congé. Là, les navigants étrangers sont 6 mois avec 2 mois d'arrêt, enfin 2 mois de congé. Et là, cette femme malgache, elle travaillait 9 mois par an d'affilée sur ce navire de croisière luxueux qui paraissait utopique, mais qui, dans la réalité des faits, elle ne voyait quasiment jamais sa famille. Ouais. Mais finalement, je dois vous dire que j'en ai rencontré très peu, finalement. Oui, je me permets de dire quand même quelque chose. C'est
la plupart des sociétés françaises qui engageaient des travailleurs étrangers, des marins étrangers, passaient par ce qu'on appelle les marchands d'hommes de leur pays. Bien. Ils étaient donc embauchés à un certain salaire. Lorsque vous payez un Indien, par exemple, que j'ai connu pendant des dizaines d'années, 500 € par mois, 500 $, pardon, par mois, imaginez-vous ce que ça fait quand ils arrivent chez eux. Sachant que si on pouvait mettre l'équivalent d'un SMIC indien, qui n'existe pas, qui serait environ de 50 $ américains pour faire vivre une famille, le gars est extrêmement riche à leurs yeux. Oui, alors après, mais c'est évidemment, mais est-ce que ça se fait au détriment des droits humains? Et là, vous connaissez toutes les polémiques, notamment sur le Qatar actuellement. Mais bien sûr, vous avez raison. S'ils le faisaient, c'est qu'ils faisaient le pari que c'était plus bénéfique pour eux que pour leur famille. Il n'empêche qu'ils pouvaient avoir des... D'ailleurs, j'ai envie de vous donner un autre exemple. Ce que j'avais pu constater, c'était quand je disais que j'avais rencontré aussi cette espèce de paternalisme. Ce que je trouvais extrêmement choquant, moi, dans ce que vous évoquez comme cas de figure, c'est que, en fait, il y avait cette idée qu'un Africain ne serait pas assez... finalement responsable pour utiliser ce salaire tellement mirobolant de 500 € par mois. Et donc, le capitaine ne lui autorisait que d'avoir 80 € d'argent de poche, tandis que son salaire serait viré directement donc, dans son pays d'origine. Et donc, vous voyez cette espèce de domination, en fait, sur des minorités qui n'avaient évidemment d'autre choix. Mais est-ce que vous imaginez si votre salaire avait été comme ça... séquestré au nom d'une frivolité que vous auriez à l'égard de l'argent. Et donc, c'est évidemment toutes ces formes de questions qui interrogent, mais il est évident que les salaires pour lesquels ils naviguent leur semblent tellement intéressants qu'ils le font. Alors, ce que vous dites, c'est tout à fait exact, mais c'est ce que nous, anciens marins français, on avait comme solution dans les années 70. Ouais. Bon, alors moi j'ai embarqué je vous disais, en 2009 et c'était encore le cas, mais c'est un petit peu vieux maintenant et peut-être que ça a changé. Ouais. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez des informations sur les critères de sélection aujourd'hui des écoles, de l'école des officiers de la marine marchande à Marseille. Est-ce que ça évolue? Je crois que c'est sur dossier maintenant, je ne suis pas trop sûre, mais... Qu'en est-il? Est-ce qu'ils ont des objectifs d'augmenter la part des femmes, des élèves en tout cas officiers? Je pense que depuis que je travaille sur ce sujet, il y a toujours une volonté de faire venir... Déjà, il y a une telle pénurie de main-d'œuvre que l'idée de rendre accessible aux femmes et aux hommes ces métiers fait que, oui, il y a une volonté. Par contre, la marine marchande, c'est un concours. Et d'ailleurs... Je m'excuse, je reviens sur ces panneaux qui sont affichés. On voit dans tous les débuts de présentation des enquêtés, enfin des personnes qui sont exposées, l'idée, oui, ma passion me vient, j'étais à Brest, j'ai grandi à Lorient, j'ai grandi à Marseille, enfin, etc., avec cette idée de passion de la mer. Or, il faut savoir que le concours de la marine marchande est un concours gratuit. Et nous, dans les enquêtes qu'on a faites, on s'est aperçu que finalement, le discours vocationnel qui serait que j'ai un lien avec la mer tellement fort que je vais devenir marin, eh bien, il était un petit peu à mettre aussi on pouvait y mettre un bémol parce qu'il faut savoir que le concours de la marine marchande fait partie des concours gratuits en France. Et c'est plus le cas? Non, je crois que c'est sur dossier. Et maintenant, c'est sur dossier. Mais moi, à l'époque, en tout cas, c'était un concours gratuit et j'ai eu beaucoup d'entrées de femmes parce qu'elles avaient tenté ce concours-là au milieu de 10 autres concours et qu'elles l'avaient obtenu et qu'elles s'étaient dit finalement pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, à mon époque, en tout cas, c'était... Mais sur dossier, oui, je crois qu'il y a une vraie volonté de toute façon de faire bouger cette mixité. Il n'y a aucun doute. Je pense qu'il y a une... Et un oral. Nous, on était quand moi j'ai interrogé les premières femmes avec qui... j'ai travaillé donc pendant toutes ces années, elles en étaient encore à devoir cacher quand elles envoyaient en tout cas des demandes d'embarquement, à devoir cacher, à laisser leur nom de famille et laisser juste la première initiale du prénom, puisque leur professeur leur disait attention, si tu mets que tu t'appelles Caroline, eh bien tu vas repasser en dessous de la pile. Donc surtout, vous mettez juste le nom et l'initiale du prénom.
si je me permets. Est-ce que vous avez travaillé sur l'origine sociale? Est-ce qu'il y avait un déterminisme social ou une vocation liée dans la famille à la maritimité? Oui, alors clairement, enfin, si vous parlez d'origine sociale, je ne dirais pas nécessairement liée à l'environnement des marins, mais on va dire qu'on est dans une sociologie vraiment totalement classique de personnes qui sont issues de milieux quand même assez donc favorisés, hein, des enfants de cadre bien souvent, qui ont l'opportunité de faire des études longues, qui sont soutenus par leurs parents. Et notamment, d'ailleurs, on pourrait rendre hommage au rôle des parents en fait, dans l'accomplissement des carrières des hommes, mais aussi des femmes, hein, puisqu'ils sont souvent un petit peu une pierre angulaire pour permettre notamment aux femmes de faire carrière. Parce que leur rôle est déterminant. Quand on est marin, on a besoin de se reposer sur des personnes parce qu'on ne peut pas gérer toute la domesticité. Et je ne parle même pas que du fait d'avoir des enfants. Il y a aussi les choses courantes de la vie qui sont beaucoup prises en charge finalement par la famille des marins.